La fiscalité, ça vous parle, les conseils juridiques aussi, la gestion de patrimoine, les montages financiers, bref, ce sont des questions qui vous intéressent. Restez avec nous car aujourd'hui, nous recevons des experts, les experts du réseau Expert Alia notamment, grâce à la présence de Rachel Canat qui nous fait partager les experts qui sont dans son réseau. Bonjour Rachel. Bonjour Cathy. Bienvenue, il faut parler bien près du micro. Oui, je me rapproche. Voilà, il faut se rapprocher. Alors, vous nous avez amené deux professionnels, on va dire. Alors, Stéphane Teboul, à ma gauche. Bonjour Stéphane. Bonjour Cathy. Bienvenue, vous venez directement de Paris. Absolument. Vous n'êtes pas encore installé en Israël. Pas pour le moment. Mais vous gérez, on va dire, les problématiques de l'ALIA, des gens qui veulent aussi faire leur ALIA, qui sont entre les deux pays. Vous gérez un peu tout ça. Et il y en a. Il y en a beaucoup. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Georges-David Benayoun. Bonjour. Bonjour Cathy. Et vous aussi, même chose, vous êtes à Paris, avocat fiscaliste. Mais tout à fait. Vous traitez aussi de ces questions, lorsqu'on fait son ALIA, lorsqu'on est touriste. Il y a des choses qui changent. Oui, il y a surtout une réglementation à respecter, une réglementation française. Voilà, c'est ça. Qu'on ne connaît pas obligatoirement lorsqu'on est en Israël. Donc on va y revenir. Donc vous étiez là en Israël pour une conférence qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Voilà. Chacun dans vos domaines de prédilection. Pourquoi vous les avez fait venir, Rachel ? Parce qu'en fait, on a fait plusieurs tables rondes, notamment donc une sur le domaine de la fiscalité dans France-Israël, parce que c'est un sujet qui est toujours brûlant en Israël. Et donc Stéphane est venu nous parler en fait de montage financier et de financement de l'achat d'un bien immobilier en Israël. Donc c'était la deuxième table ronde sur l'immobilier. Bon, alors nous on va profiter du fait que la conférence soit passée et qu'elle se soit bien passée pour profiter de leur savoir. Alors, ça veut dire quoi des conseils en gestion de patrimoine quand on est ici? Est-ce qu'on a besoin d'avoir recours à un spécialiste qui est en France encore? Alors probablement, il faut un spécialiste pour les placements, quels qu'ils soient, et également sur l'immobilier, parce que certaines personnes conservent de l'immobilier en France, et malheureusement, ça provoque une fiscalité qui sera développé par Georges David. Oui, on comprend que, bien sûr, ce sont deux domaines très complémentaires. Alors, vous voulez qu'on commence plutôt par des questions de fiscalité ou plutôt comment on acquiert un bien quand on est touriste ? Alors, pourquoi pas ? Quand on est touriste, effectivement, on doit apporter 50% au minimum et on peut éventuellement obtenir un crédit de 50% en Israël. Sur les 50%... Du montant du bien. Du montant du bien, absolument. Et ces 50% peuvent représenter une somme non négligeable compte tenu des prix rencontrés actuellement en Israël. Donc effectivement... il faut se débrouiller en fait pour amener les autres 50%, soit en fonds propres, soit... j'imagine... c'est pas les autres, les premiers 50%, ceux qui provoquent le crédit en Israël. Voilà. Donc effectivement, ces 50%-là sont absolument obligatoires. Et pas facile à rassembler. Pas facile, tout le monde n'a pas ça sur son compte en banque, c'est pas évident, on travaille, on paye beaucoup de charges sociales, beaucoup d'impôts, c'est pas facile de dégager des liquidités. On a des biens, on a constitué du patrimoine, on a acquis sa résidence principale, éventuellement secondaire, quelques biens locatifs, mais tout ça n'est pas liquide et ce n'est pas facile. Pour autant, on a des banquiers qui peuvent accorder ce qu'on appelle un crédit hypothécaire. En France, donc évidemment. En France, sur un bien français qui est dégagé de crédit, on peut tout à fait donner ce bien en garantie à une banque qui va prêter aux alentours de 70-75%. Donc ça voudrait dire, si on avait par exemple acheté une résidence principale, on va faire les choses simples, on va parler d'un exemple simple, qui est payé, voilà. Là on peut prendre un crédit hypothécaire dessus et amener, grâce à ce crédit, 50% de la somme. Absolument. En Israël. Le banquier français est content, il a sa garantie en France, il prend sa garantie avec un notaire français, sa garantie hypothécaire. Mais ça veut dire que cette garantie, ce crédit hypothécaire, c'est de l'argent qui est versé, bien évidemment. Absolument, absolument. C'est de l'épargne non affectée. On n'est pas obligé de dire qu'on va s'acheter un bien en Israël, on a besoin de liquidité par moment. Non, c'est pas mal vu, mais autrement, effectivement, on peut demander un crédit hypothécaire et en affecter une partie à son acquisition en Israël et une partie à autre chose.
Donc ça permet d'accéder à la propriété quand on est touriste. C'est un des montages, j'imagine qu'il y en a bien d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Vous avez un autre exemple ? C'est un petit peu compliqué. C'est pas grave. C'est un petit peu compliqué. C'est juste pour nous donner un petit... J'empiète un peu sur la fiscalité, mais il arrive on peut facilement comprendre qu'en France, quand on produit une centaine d'euros, on commence par payer des charges sociales, un peu comme dans tous les pays, mais on est assez élevé en France. De la fiscalité, comme dans tous les pays, mais on est aussi très élevé en France. Et à l'arrivée, il reste 35-40 euros dans la poche, ce qui n'est pas évident. L'autre idée, aujourd'hui, c'est que l'impôt société diminue en France. Et effectivement, laisser son épargne dans une société payée à la fin de l'année, enfin, son épargne non utilisée, bien sûr, non utilisée, fait qu'on va payer aux alentours de 25%. Aujourd'hui 28%, mais en 2022, on va descendre jusqu'à 25%. Donc effectivement, 100 moins 25, ça fait 75. Et cet argent pourrait effectivement arriver en Israël pour faire une acquisition. Donc on peut le faire soit à travers un crédit hypothécaire, soit quand on a une activité qui fonctionne bien, ne pas bêtement utiliser la totalité de ses ressources. C'est ce que j'appelle la fiscalité passive, où on fait du chiffre d'affaires parce qu'on est chirurgien, on est avocat, on est notaire. Et effectivement, si on encaisse du chiffre d'affaires, derrière on paye ses charges et votre expert comptable vous dit tu vas mettre ce chiffre-là dans ta feuille d'impôt à la fin de l'année, c'est ce que j'appelle une fiscalité passive parce qu'on n'est absolument pas intervenu. Si on professe ou on exerce son activité à travers une société, on peut décider d'un revenu mensuel qui permet de limiter les charges sociales et l'impôt uniquement à ce dont nous avons besoin en France et de conserver quelques liquidités pour diversifier son patrimoine. Mais c'est pas mal. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. C'est bien, vous nous avez juste mis l'eau à la bouche. En tout cas, j'espère que ceux qui nous entendent auront peut-être trouvé une autre solution. Alors, pourquoi la fiscalité, je me tourne vers vous, Georges-David Benayoun, pourquoi la fiscalité des franco-israéliens, des touristes qui ont des biens en Israël est tellement importante, puisque, après tout, n'y a-t-il pas une convention, une double convention on a une convention fiscale entre la France et Israël. Voilà, on en parle beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe ? Néanmoins, il y a une spécificité en Israël, c'est le régime Oler Hadash. Pendant 10 ans, les personnes qui ont fait leur alia ne vont pas payer d'impôts en Israël sur leurs revenus de sources étrangères. Et ça pose un problème à la France, mais aussi aux autres pays d'Europe, puisque ce dont on va parler, c'est un sujet qui concerne tous les pays d'Europe. Aujourd'hui, on a une jurisprudence qui se développe en Europe pour indiquer que pour bénéficier d'une convention fiscale, il faut être résident d'un pays. Résident et donc payer de l'impôt dans ce pays. Or, ceux qui font leur alia ne payent pas d'impôt. Donc ça veut dire qu'on parle surtout de la résidence fiscale et on parle moins du fait qu'il faut payer des impôts. Alors, résidence c'est une fiscale, erreur, apparemment. Résidence fiscale va signifier après où on paye les impôts. Ses impôts et certaines obligations déclaratives liées aux impôts. D'accord. Donc, le problème, c'est que la personne qui fait son alia, qui continue à travailler en France, va vraisemblablement, même si les procédures commencent uniquement à être actionnées aujourd'hui par l'administration fiscale, va être imposée en France, alors qu'à ses yeux, elle se dit « ma famille vit en Israël, je devrais être imposée en Israël ». Pour faire simple, on a quoi aujourd'hui ? On a 3 critères qui existent sur la résidence fiscale. On a le foyer d'habitation, le centre des intérêts économiques et la durée de vie dans le pays. Donc, le temps passé dans le fameux 180 jours. Voilà, le temps passé dans le pays. Sachant que le 180 jours n'existe dans aucun texte fiscal, mais en Israël, on a décrété que c'était 180 jours. Donc, si on regarde la convention fiscale, on va pouvoir analyser dans les 2 pays à chaque fois les critères. Tout à fait. Par contre, si on ne dépend pas de la convention fiscale, c'est-à-dire que si on ne paye pas d'impôts en Israël, on ne dépend plus de la convention fiscale, mais du Code général des impôts français qui dit qu'il suffit de remplir un des 3 critères pour être imposé en France. Alors, un des 3 critères, ça veut dire que quelqu'un qui a fait son alia et qui a conservé en France une résidence secondaire, il a un foyer d'habitation. Quelqu'un qui a fait son alia et dont le mari fait des allers-retours et vit en France, aussi,
il va être considéré comme résident fiscal français. Donc c'est autant d'éléments. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui se posent ces questions. Ah ben ça, c'est clair. Nous, on voit le sujet parce qu'on est très, très sollicité sur l'ALIA, mais ce cas en France... C'est-à-dire qu'il faut commencer à se poser des questions à partir du moment où, même si on est censé être, on va dire, exempté d'impôts pendant 10 ans en France parce qu'on a fait son ALIA officiellement, si on continue à travailler en France, c'est pas si clair. Ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, mais il y a d'autres exemples. Il y a les retraités. Parce qu'on sait très bien... alors, le régime israélien a été copié en Europe par le Portugal. Okay. Parce qu'aujourd'hui, le pays qui truste beaucoup des migrations fiscales, c'est le Portugal. C'est exactement le régime israélien, avec une différence importante, c'est l'obligation de faire des déclarations tous les ans. Parce qu'en Israël, il y a un caractère très spécial lorsqu'on est fiscaliste français et qu'on voit ça. On dit, on vient pendant 10 ans, on n'a rien à faire en fiscalité. Si on n'a pas de revenus de source israélienne, pendant 10 ans, on a un numéro fiscal, mais on dépose aucune déclaration, ce qui est une aberration quand même. Et effectivement, ça va dans le sens de cette jurisprudence. Le retraité français, au regard de la convention fiscale, il n'est pas imposé, s'il a une retraite privée, il n'est pas imposé en France, mais il est imposé en Israël. Sauf qu'en Israël, il n'est pas imposé. Ça veut dire qu'il a une double exemption. Et c'est ce que la France et d'autres pays d'Europe sont en train de poursuivre. Il y a un article très intéressant, une enquête faite par l'OCDE, qui remet en cause ce qu'on appelle... Le régime de l'ALIA, on l'appelle vulgairement en fiscalité le passeport doré. Alors on comprend... Donc il y a un nom maintenant. Ah oui, c'est le passeport doré qu'on a dans beaucoup de pays d'Europe ou dans le monde. Et donc l'OCDE veut lutter contre l'idée même du passeport doré. Ils ont compris qu'il y avait 10 ans d'exemption d'impôts et ça passe pas. Ça passe mal en tout cas. Ça passe mal. En réalité, ce qu'il faudrait pour Israël, c'est ne pas exempter, c'est d'avoir un taux d'imposition très faible. Exempter, c'est un non-sens. Parce que donc un taux d'imposition très faible pourrait annuler tous les problèmes. C'est un dossier intéressant, une question intéressante que vous soulevez là. Oui, parce que le contentieux arrive. Il faut avoir conscience que les non-résidents étaient avant, en France, considérés comme la dernière roue du carrosse. Par exemple, ils déclaraient au mois de juin, juillet, etc., en fonction des zones où ils se trouvaient. Maintenant, ce sont les premiers à déclarer, généralement début mai. Et en décembre 2017, donc c'est pas si loin, une nouvelle direction générale des impôts a été créée pour vérifier les non-résidents. Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui en France, le non-résident. Alors, le non-résident ne part pas uniquement pour des raisons fiscales, mais il part aussi pour des raisons fiscales. Donc c'est de l'argent en moins dans les caisses, tout ça. Donc, effectivement, il va y avoir des contrôles et il y a beaucoup de sujets sur les personnes... Alors, les retraités, c'est un sujet, mais le vrai sujet, il est quand même sur les personnes qui vivent en Israël et dont souvent l'époux ou l'épouse continuent à travailler en France. Ceux qui sont des adeptes, on va dire, de l'ALIA Boeing, qui laissent leur famille, qui partent travailler en France ou ailleurs, et qui rentrent le week-end à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à eux ? À quoi il faut faire attention ? Chaque situation est différente. Parce que j'imagine, bien sûr. Ce qui va être important, c'est le foyer d'habitation. Donc, certains ont dit, je supprime mon foyer d'habitation, mais la jurisprudence est venue dire, quelqu'un qui vient travailler en permanence en France, on considère qu'il a un foyer d'habitation virtuel. Après, il y a la notion de centre des intérêts économiques. Le problème, c'est quel est le poste qu'occupe la personne. Généralement, moi, je sollicite mes clients pour qu'ils ne soient plus dirigeants exécutifs de l'entreprise, qu'ils aient un poste plus de contrôle que de direction. Parce qu'effectivement, il faut sortir oui, parce que le poste de contrôle suppose d'ores et déjà qu'il n'y a pas d'astreinte. On n'est pas obligé d'être là comme un directeur qui est obligé d'être là tout le temps. C'est la différence avec la gouvernance. Donc, effectivement, il faut rentrer dans... Chaque entreprise est différente, puisque moi, j'ai des clients qui ont des entreprises où ils ont 5 salariés, puis d'autres où ils ont 500 salariés. Le sujet est totalement différent, mais il se pose de la même manière. Et ce qui est important de voir, parce que ce n'est pas uniquement payer des impôts en Israël, il y a un vrai sujet. Si la personne est considérée comme résident fiscal, elle doit avoir sur sa déclaration d'impôt, elle doit cocher la case compte bancaire à l'étranger, avec tout ce que ça implique derrière. Donc c'est d'autres sujets. De toute façon, c'est d'autres sujets, mais comme on sait très bien que maintenant, il n'y a plus de, on va dire, il n'y a plus de secret bancaire vraiment, et qu'il va y avoir un échange... je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en fiscalité, comme ailleurs, on va vers
une transparence totale. C'est-à-dire que ça a commencé par les comptes bancaires et on va aller à tous les niveaux. Donc effectivement, l'informatique est là pour aider l'administration fiscale. Bien sûr. Et toutes ces choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années ressortent. Voilà. Donc Israël devra obligatoirement revoir son système. Voilà. Et le fait que depuis les dernières aléas, en tout cas 10 ans, ont déjà passé pour certains, alors c'est ça à quoi il faut faire attention. Il y a des contrôles qui sont dans l'air. Et ce qui est important, c'est les 10 premières années. Puisque par définition, au bout de 10 ans, les personnes payent de l'impôt en Israël. Donc là, c'est la convention qui va s'appliquer. Par contre, pendant les 10 premières années, qui sont des années à forte optimisation fiscale, et les fiscalistes savent très bien comment on peut optimiser, là, on peut arriver à des non-impositions ou des impositions très basses des deux côtés. Et c'est ce que vient combattre la France. C'est ça. Et donc, elle va trouver, enfin, en tout cas, l'administration fiscale française cherche des moyens de remplir ses caisses, comme on l'a dit. Donc, il faut faire attention si on n'est pas vraiment très en règle. Bon, je pense qu'on pourrait parler longtemps. Vous pensez que ça a répondu à beaucoup de questions, la conférence qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps? Oui, ça répond à des questions, mais en fait, quand on fait des conférences, on aborde des sujets de façon générale. Comme Georges l'a expliqué, chaque cas est un cas individuel. Je pense que c'est d'application aussi pour Stéphane. Chaque famille aussi a sa situation individuelle. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai mis au point le réseau Expertalia pour que les gens puissent nous contacter et prendre contact en fonction de leurs besoins. Donc après les conférences, si on a bien sûr des questions à poser, en général, on peut se retourner vers les experts qui ont fait le voyage. Vous avez beaucoup de clients franco-israéliens qui sont entre les deux? De plus en plus. De plus en plus, ouais. Donc dans vos deux domaines d'activité, vous aussi? Ah oui, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est l'administration fiscale française qui me le dit. Donc je pense que j'en ai vraiment beaucoup. Et je le vois, oui, mais c'est de toute façon, en plus, on sait très bien que ça fonctionne par le bouche à oreille. Ouais. Le fiscaliste est l'avocat mais quand même le plus proche du client. Oui, mais c'est tellement compliqué, donc ça veut dire que les francophones qui font leur alliance ont besoin d'un accompagnement sur ce domaine-là. À un certain niveau de patrimoine et de revenus, oui, c'est évident. Après, la personne qui fait son alia et qui coupe tout lien avec la France, le sujet se pose pas vraiment. Mais quand on conserve... On sait très bien qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent en Israël grâce à des revenus d'origine française. Et le sujet, là, il est plus que brûlant. D'accord. Bon, alors attention, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incendie. Merci beaucoup à vous deux de vous être déplacés. On peut vous trouver peut-être pour vous poser des questions via Rachel, réseau Expertalia sur Facebook. Voilà, c'était Stéphane Teboul et Georges David Benayoun. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Merci. Voilà, et à très bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.